Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo hyper automnale puisqu'aujourd'hui on va parler de recommandations de livres parfaits pour la saison automnale. Et donc aujourd'hui, rien que pour vous, j'ai 20 livres à vous proposer dans une ambiance ou des thématiques assez automnales. J'avais déjà fait une vidéo où je vous proposais des recommandations automnales il y a 2 ou 3 ans. J'essaierai de vous la retrouver et de vous la mettre dans le petit i parce que je crois que j'ai sélectionné aucun livre similaire de cette première vidéo. J'ai séparé en 3 catégories. La première catégorie, c'est des livres qui vont être plus dans une ambiance automnale où je trouve qu'il y a soit des thématiques, soit une ambiance, soit quelque chose dans le titre ou la couverture ou quoi qui fait penser à l'automne. Deuxième thématique, on va avoir des livres qui sont plus du côté gothique slash horrifique slash ça fait peur. Il n'y a pas que des livres qui font peur dans cette thématique, il y a aussi des livres qui empruntent au surnaturel, empruntent aux créatures type vampires, fantômes, etc. Et puis la troisième catégorie, il n'y a que 3 livres dans cette catégorie, c'est des livres très courts à lire en une seule fois pendant un week-end pluvieux. Donc on commence tout de suite avec les livres plus atmosphériques, les livres plus ambiance, et le premier c'est Un pays de fantômes de Margaret Killjoy. Je l'ai mis dedans pour le mot fantôme, j'avoue. On est dans un univers de fantasy où on suit un journaliste qui travaille pour une grande gazette de l'Empire. Borolien, je ne sais plus maintenant. En plus, la dernière fois que j'en ai parlé, quelqu'un dans les commentaires a dit « À chaque fois que tu dis ça, j'ai l'impression d'entendre ou ça me fait penser à l'Empire Bolloré ». Après avoir lu le commentaire, je pouvais pas ne plus voir ça non plus quand je le disais. Mais bref, on suit donc ce journaliste qui n'est pas très heureux dans sa vie. La capitale, elle a une ambiance très pluvieuse, très grise, miteuse et brumeuse. Et il est envoyé au front avec les soldats, avec l'armée, pour faire un énième portrait propagandesque d'un général de guerre. Il va le faire. Voilà, il n'est pas très heureux de ce qui se passe, mais il est très dans un laisser-faire. Sauf que assez rapidement, il va se faire prendre en otage par les guerrilleros qui luttent contre l'armée, puisque en fait l'armée, telle toutes les armées de tous les empires, elle essaye de grignoter du territoire, de tuer des autochtones, de piller des cultures et de faire sienne des terres qui ne lui appartiennent pas du tout. En étant pris en otage par ces guerrilleros, il va apprendre leur mode de vie, il va apprendre pourquoi ils se battent. C'est des guerrilleros qui vivent dans des communautés anarchistes et donc il va également apprendre beaucoup de choses sur l'anarchie. C'est un livre que j'ai trouvé super intéressant avec des thématiques politiques hyper bien faites et hyper intéressantes. Le seul bémol, c'est qu'il y a un peu un côté... J'avais décrit ça une fois un petit peu, je crois, en disant musée. C'est-à-dire que le personnage principal, il connaît rien et du coup, c'est les autres personnages qui lui font découvrir ça, et puis ça, et puis ça. Ça manque un tout petit peu de quelque chose d'organique, je trouvais. J'ai trouvé les personnages hyper touchants, l'histoire super percutante. Je trouve que c'est un livre très chouette à lire en automne. Dans une ambiance un peu différente, on a Lavinia de Ursula K. Le Guin, qui est une réédition d'un ancien texte. C'est une sorte de réécriture que je trouve très originale, puisque on suit le personnage de Lavinia, qui est un personnage qu'on rencontre dans l'Énéide de Virgile. C'est la femme d'Énée, en tout cas la deuxième femme d'Énée. Sauf que dans l'Énéide, elle a pratiquement, voire pas du tout, la parole. Et Ursula K. Le Guin s'est dit qu'elle allait lui redonner la parole. On la suit du début de sa vie à sa rencontre avec Énée. Et je l'ai mise dans automnale parce qu'on est dans une culture païenne, on est avant les grosses civilisations, avant l'Empire romain. Donc c'est beaucoup des petits villages ou des petits royaumes qui sont un peu engoncés dans les forêts, dans les montagnes. Il y a un côté très nature, un côté très... on fait attention aux animaux, aux plantes, à une magie très naturelle où on va être très attentif aux propriétés des plantes, aux étoiles, à une magie très païenne, très ancienne, ancestrale, et je trouve que ça fait très très automnal. La couverture aussi, elle a des couleurs très automnales. Je sais pas, le récit qui est planté à moitié dans la forêt, il me fait toujours très penser à l'automne. Je crois que je l'ai lu en automne en plus, donc ça doit rajouter quelque chose à ça. On change d'époque, on change de lieu, puisque ici on se retrouve désormais en Angleterre à l'époque moderne avec les livres de Sangu Mandana. Ici j'ai Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières, qui est publié chez Lumen. Le premier livre de l'autrice, c'est La société très secrète des sorcières irrégulières, que je conseille aussi à 100%. D'ailleurs, je crois que j'ai préféré le premier que le deuxième, mais les deux sont géniaux, les deux se lisent indépendamment, les deux ont une ambiance hyper automnale. Le premier, je me souviens plus exactement, mais celui-ci, il se passe au début de l'automne et
il doit se passer sur peut-être 2-3 mois grand max, donc on est vraiment sur la durée de l'automne il me semble. On a un poulet squelettique slash zombie, on a une sorcière réincarnée en renard, on a une petite sorcière qui a perdu ses pouvoirs mais qui essaye tant bien que mal de tenir sa petite auberge magique avec les membres aussi loufoques, étranges et adorables qui y sont dedans. Et on a un petit bibliothécaire sorcier absolument adorable, séduisant, un peu secret et distant mais qui va peu à peu s'ouvrir à la meuf principale. C'est super cute, c'est cosy, c'est tout doux et il y a beaucoup de mentions de nourriture, de thé, de repas, de moments conviviaux. C'est vraiment hyper cosy comme livre. Maintenant, si vous voulez un truc automnal mais un peu moins cosy, douillet, on boit du thé et on fait des petites blagues en rigolant et il y a de l'amour dans l'air, j'ai quelque chose d'un peu plus sombre pour vous. Cérémonie d'orage de Julia Armfield. Alors, à voir la couverture, on se dirait pas forcément automne. Et d'ailleurs, je ne sais plus en quelle période ça se passe, ça se trouve ça se passe en plein été, mais je vais vous dire pourquoi je l'ai sélectionné. C'est de la sci-fi, donc c'est de la science-fiction qui se base surtout sur le changement climatique, les conséquences que ça a et l'évolution que va avoir la société avec le changement climatique. Donc là, on est dans un Londres qui a été, dans un monde même qui a été de plus en plus submergé par les eaux et il pleut constamment, vraiment constamment, des pluies torrentielles. Et cette eau, cette pluie, elle attaque les bâtiments, elle attaque le moral des gens et elle attaque les habitudes. Mais pourtant, le monde est dans une espèce d'apathie où on continue à vivre notre vie telle qu'on l'a toujours vécue. Une petite mouche. On suit 3 sœurs qui ne se parlent plus du tout mais qui vont être amenées à se reparler puisque leur père décède. Au moment du décès du père, elles vont se retrouver pour savoir quoi faire de la maison, pour aussi essayer de comprendre pourquoi elles se parlent plus, quelles étaient leurs relations avec leur père. C'est un livre que je trouve trop cool parce que chaque personnage a des problématiques très spécifiques qui permettent vraiment d'aborder. Chaque personnage permet d'aborder des thématiques très différentes. Toute l'ambiance générale du livre, elle sert 2 choses. Déjà, elle sert un côté tout simplement ambiance, immersif, un peu, j'ai envie de dire, moite, humide, brumeux, mais en même temps, elle sert un point plus politique et écologique que je trouve super intéressant et bien mené, quoique plus implicite qu'autre chose, mais bien mené tout de même. Et toute la thématique de la parentalité, du rapport aux parents, mais surtout du rapport au père et du rapport à la fratrie, à la delphité, aux sœurs et aux relations entre sœurs par rapport aux relations avec les parents. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, beaucoup touchée. C'est l'une de mes lectures préférées. Le prochain livre, je l'ai lu en vlog et j'avais eu une réaction très mitigée. Et en fait, plus j'y repense à ce livre, plus justement je sais pas quoi en penser. Donc je vous le présente quand même, mais je vous préviens et je vais vous expliquer un peu ce qui m'avait fait avoir cette réaction mitigée. Il s'agit de Dans la forêt de Jan Egeland. Il y a le 2e tome spin-off qui est sorti là cette année. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, c'est donc aussi un livre de sci-fi comme ce que je vous ai présenté juste avant, puisque vous le savez, cette année j'ai eu une découverte, une adoration pour ce sous-genre de la science-fiction. Et donc la sci-fi, ça tourne beaucoup autour du post-apocalyptique et d'un espèce de post-apocalyptique très vu au prisme du réchauffement climatique, d'un point de vue écologique, politique et social. Ici, on suit 2 sœurs qui vivent avec leurs parents dans la forêt et un jour, les choses commencent à changer. Mais en fait, c'est très subtil, petit à petit. Et en ça, j'ai trouvé que c'était hyper chouette. Je trouve que c'est l'un des livres post-apocalyptiques les mieux écrits que j'ai pu lire depuis des années. J'ai lu la dernière fois, je sais plus si c'était un article ou si c'était un podcast, mais en tout cas quelqu'un qui parlait du fait que la fin du monde, elle aura pas lieu comme dans les films, elle aura pas lieu comme on peut se l'imaginer avec des grosses explosions, des grosses catastrophes. En fait, elle va être très progressive. Breaking news, on est en train de vivre quelque chose d'assez apocalyptique slash cataclysmique de manière progressive en ce moment et je pense qu'il est peut-être temps de se bouger le fiac, mais tant qu'on se bouge pas le fiac, on fonce dans le mur en tout cas. Je trouve que ce livre-là décrit super bien la manière dont les choses potentiellement pourront se passer dans les années à venir pour nous, et c'est très progressif. En fait, c'est une succession de choses très progressives. Et là, notamment, le truc un peu clé qui commence tout ça, c'est une coupure d'électricité. Et les personnages sont persuadés que l'électricité va revenir, donc elles vivent un peu sur leurs réserves, et elles arrêtent pas de dire bon bah on fera ça quand l'électricité reviendra, ou on profitera de ça quand l'électricité reviendra. Et les 2 sœurs, elles ont toutes les deux une manière assez différente de voir les choses. Il y en a une qui est beaucoup plus pessimiste et l'autre beaucoup plus optimiste. Il y en a une qui est plus dans le on sait pas quand est-ce que ça reviendra, donc autant profiter maintenant des ressources qu'on a et advienne que pourra, on verra quand on n'en aura plus. Et l'autre qui dit on économise, ça reviendra, on pourra profiter quand ça reviendra. Et je trouve que c'est super intéressant d'avoir cette espèce de double point de vue de comment les gens peuvent vivre des situations type fin du monde, type catastrophe.
C'est un livre qui est assez contemplatif slash réflexif. On est dans la forêt, on essaie de survivre. C'est assez doux, il y a pas mal de réflexions sur le monde dans lequel elles vivent, sur le monde qu'elles aimeraient avoir plus tard, sur quand est-ce qu'elles pensent que les choses vont revenir. Il y a parfois des flashbacks sur comment c'était avant, le moment où ça a tout doucement basculé et comment ça a basculé vraiment progressivement, comme je vous disais. Donc je trouve ça super intéressant. Le truc qui a fait que voilà, c'était un hic pour moi, franchement ça aurait été ma lecture préférée de l'année s'il n'y avait pas eu ça. Mais il y a un moment, une scène à peu près au milieu du livre que j'ai trouvé un peu cringe, un peu... En fait c'est plus que cringe à ce niveau-là, mais je sais pas trop comment vous le décrire, je veux pas non plus spoiler. Bon, si vous voulez pas être spoilé, vous pouvez passer au chapitre direct suivant, je vais parler au livre suivant. Si ça vous dérange pas d'être spoilé, je vous le dis, il y a une relation intime, une relation charnelle entre les deux sœurs. C'est bien écrit, c'est bien amené, il y a plein de gens que ça a pas du tout dérangé sur internet, il y a plein de gens qui ont adoré le livre malgré ça, qui ont adoré le livre pour ça aussi. Moi ça a été instant dégoût, burk, je crois que pendant bien un jour, j'ai dû poser le livre et puis l'ouvrir, j'arrivais plus du tout. Après ça, il y a aussi des questions de maternité, parentalité. C'est une vibe super bizarre. Moi, ça m'a un peu mis le hic, mais comme je vous disais, depuis que je l'ai lu, j'arrête pas d'y repenser et de me dire c'est quand même l'un des livres post-apo, fin du monde, Cli-Fi les mieux écrits que j'ai pu lire. Donc voilà, je suis hyper mitigée par rapport à ce livre, mais en tout cas hyper automnal. Ça se passe dans la forêt. Quoi de plus automnal que la forêt finalement? On est toujours dans la forêt pour le prochain livre, mais une ambiance moins désastreuse, moins cataclysmique et un peu plus cosy, un peu plus doux. On se pose, on boit une bonne boisson chaude et on profite de la lecture. Il s'agit de la trilogie d'Emily Wilde. Ici c'est le tome 2, c'est l'Atlas des autres terres d'Emily Wilde. Et le troisième tome, si je dis pas de bêtises, il est déjà sorti en anglais mais pas encore en français. Mais honnêtement ça devrait plus tarder puisqu'ils sont assez rapides. Je crois même que ça a été annoncé. On est dans une ambiance universitaire, mais à l'inverse du Dark Academia où il y a des meurtres, des mystères, des choses très sombres qui se passent. Ici, on est dans quelque chose de beaucoup plus doux et cosy. On suit Emily Wilde, qui est une chercheuse en dryadologie à l'université de Cambridge. On est dans les années 1800, je sais plus exactement. Et elle a ce projet de créer un guide des créatures féeriques. Pour terminer de le compléter, elle se rend dans un pays nordique imaginaire pour étudier un peu le folklore là-bas. Sauf que, vous voyez le trope Grumpy Sunshine dans les romances, c'est exactement ça, sauf que pour une fois c'est inversé. C'est pas le mec qui est grumpy et la meuf qui est hyper sunshine, même si je vais pas mentir, j'adore ce trope. Là c'est elle qui est super grumpy. Donc elle a du mal à créer du lien avec les locaux, elle a du mal à discuter avec les gens et à leur tirer les verres du nez sur le folklore local, jusqu'à ce que arrive son collègue hyper agaçant, super bavard, hyper jovial, toujours en train de vouloir raconter des trucs et de l'agacer finalement, et il débarque parce que il veut venir l'aider. Au début elle est vraiment pas très contente de cette coopération et puis finalement ils apprennent un petit peu à coopérer pour le travail qu'elle est en train de créer. C'est un livre qui est peuplé de petites créatures, de magie, de forêt, de contes et de folklore. C'est aussi assez drôle je trouve, puisque le livre est écrit sous la forme du journal d'Emily Wilde, et comme elle est un peu grumpy, elle est drôle mais un peu à ses dépens parfois je trouve, et un peu drôle, genre piquante. Moi j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé toute la sélection de personnages qu'on a autour, tous les personnages secondaires. Et ce que j'ai trouvé très chouette aussi, c'est que c'est un folklore avec du petit peuple, des elfes, des petites créatures. J'ai pas tous les noms de créatures en tête, mais c'est pas juste magique et mignon. C'est aussi un peu sombre parfois et un peu glauque. Il y a certains contes, certaines histoires, certaines légendes qui sont un peu effrayantes d'une manière très douce et chaleureuse. Genre ça fait pas peur non plus, mais j'adore comment est mêlé et mélangé le dérangeant, le glauque, le mini cauchemardesque à quelque chose de plus onirique, de plus féerique. On est toujours dans la forêt avec le prochain livre et on est toujours dans une ambiance féerique, conte, légende, avec de délicieux enfants de Flor Vesco. Flor Vesco, elle est connue pour faire des réécritures de contes en général assez percutantes et engagées je trouve, et en tout cas assez féministes. Je la trouve super drôle, je trouve qu'elle écrit super bien, c'est poétique, c'est incisif, c'est percutant. Ici, elle nous réécrit, c'est comment, le petit poussé. Il y a plein de choses qu'on voit pas venir, il y a plein de questionnements qui sont abordés. C'est mon genre de réécriture, et notamment de réécriture de contes préféré, celui qui vient amener des problématiques modernes et qui vient donner des éclaircissements percutants, parfois politiques, parfois militants, en tout cas modernes et incisifs à des contes. Et j'adore ça. Après, on voit plus les contes de la même manière. Je trouve que c'est hyper intelligent, très très créatif de sa part. On suit cette famille d'ogres dans la forêt et
toute cette ambiance forêt. Moi je suis désolée mais un livre qui se passe dans la forêt pour moi c'est forcément automnal. Je pense que c'est beaucoup ça qui m'a fait penser à l'automne, mais en plus de ça le côté réécriture de contes. Je trouve que les contes c'est quelque chose qui se prête beaucoup à l'automne et à l'hiver. Quelque chose qu'on lit ou qu'on raconte au coin du feu pendant qu'il pleut dehors ou qu'il neige, mais en tout cas il fait pas beau dehors, on sort pas et à la place on partage des histoires ensemble, on raconte des histoires. Il y a aussi un côté très oral à sa manière d'écrire et à sa manière de raconter qui se prête beaucoup à l'ambiance que je viens de citer. Nous ne sommes plus dans la forêt avec le prochain livre et oui j'ai enfin quitté la forêt en tout cas pour le moment. On est sur une île cette fois mais attention c'est pas les vacances, l'île paradisiaque. Il pleut constamment sur l'île de Porcelaine sous les ruines de Ava Vivalda. C'est un roman de romantasy. Le setup c'est qu'on est sur une île qui menace d'être submergée par les flots et il pleut tout le temps. C'est brumeux, c'est pluvieux, c'est genre, vous savez la dernière scène de la saison 1 de Bridgerton où il pleut là constamment? C'est cette ambiance. Absolument. La duchesse qui règne sur cette petite île, elle veut protéger son île, protéger les gens qui y vivent et pour cela elle veut faire construire des digues, sauf que l'espèce de conseil de l'archipel là, qui est dans les micmacs politiques et les stratagèmes, lui refuse ces digues depuis un moment et ils vont envoyer un émissaire pour arriver à leur fin et l'émissaire arrive, il déteste la duchesse instantanément, la duchesse déteste l'émissaire. Un bon enemies to lover comme on les aime, c'est hyper bien écrit, c'est poétique, la magie dedans elle est super chouette aussi, je trouvais que c'était hyper créatif. En même temps la fantasy prend pas le pas sur la romance et la romance prend pas le pas sur la fantasy, je trouve que c'est juste assez pour les deux. La romance est hyper cute, en général je suis pas trop enemies to lover mais celui-là était vraiment cool, enfin en tout cas m'a vraiment beaucoup plu. Je crois qu'il n'y a pas trop de spicy, genre il y en a peut-être un tout petit peu. Je suis pas la meilleure personne pour donner les niveaux de spicy, je me souviens jamais. En tout cas parfait à dévorer en automne sous la couette pendant qu'il pleut. Bon je suis vraiment désolée mais on va retourner dans la forêt avec Après nous les oiseaux de Raquel Askund. En plus de retourner dans la forêt, on retourne dans une ambiance post-apocalyptique. Je suis vraiment désolée mais c'est un genre qui me plaît beaucoup et c'est un genre qui je trouve se prête pas mal à l'automne avec des pincettes puisque ça se prête aussi beaucoup à l'été quand on passe sur l'autre pendant du post-apocalyptique avec genre plutôt soleil à fond, sécheresse et compagnie. Mais là on est plutôt là pour quelque chose de pluvieux, montée des eaux, forêt et on suit une jeune fille, notre narratrice qui vit seule dans la forêt puisque on comprend que l'humanité n'est plus du tout telle qu'elle était avant, elle a été décimée, on sait pas trop pourquoi et au moment où commence le récit, elle quitte la petite chaumière dans laquelle elle a toujours vécu, elle avance et donc elle va avancer jusqu'à la fin du livre, elle marche, elle sait pas encore où, elle veut rejoindre un endroit. Il y a beaucoup de mentions de la nature qui reprend ses droits, il y a beaucoup de mentions d'animaux aussi qui vivent un petit peu dans ce monde qui est livré à lui-même sans les humains et qui du coup reprend ses droits sur les constructions des humains, sur les trucs que les humains avaient mis en place, les voitures, les bâtiments, etc. Et le côté la nature reprend ses droits, j'adore cette énergie et il y a en plus un côté très candide puisque le personnage qu'on suit, elle a jamais connu la vie au paroxysme de la civilisation humaine. Paroxysme, on s'entend mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a plein de choses qu'elle décrit de manière très naïve, très ingénue, avec ses yeux à elle par rapport à ce qu'elle connaît elle. Je trouve que c'est un livre très chouette. C'est pas un coup de cœur, je trouve qu'il lui manque quelque chose pour être vraiment un coup de cœur, mais c'est une lecture que j'ai adorée et qui mine de rien m'a beaucoup marqué. Le dernier livre de cette catégorie de livres très atmosphère et ambiance pour l'automne, c'est Marie de Anne Écoute. Il paye pas de mine comme ça, mais il est très chouette. Alors je vous dis il est très chouette, faut prendre ça avec des pincettes. Moi j'ai eu une petite panne de lecture quand je l'ai lu. Alors je sais pas si c'est dû à la panne de lecture que du coup j'ai eu un moment de bon bah ce sera pas un coup de cœur ou si c'est le livre qui m'a mis dedans, mais j'ai quand même un sentiment assez mitigé avec ce livre qui est que oui il y a eu tout un moment où je l'ai mis en pause et j'y pensais plus, mais à côté de ça c'est un livre auquel je repense encore aujourd'hui assez souvent, je vais dire non mais quand même assez régulièrement et vraiment je trouve qu'il a une vibe automnale trop géniale. Alors Marie c'est quoi? C'est un livre qui va se passer sur 2 temporalités et on suit Marie Shelley, donc l'autrice de Frankenstein. On va la suivre tout d'abord quand elle est adolescente et qu'elle part passer quelques mois auprès d'amis de la famille. On est dans la campagne, c'est une ambiance hyper un peu brumeuse et très
campagnarde et très... Ça me fait pas mal penser à la série Dickinson. Je sais pas si certains d'entre vous l'ont vu. Moi, je l'ai pas vu en entier, mais une énergie que j'adore. Vous voyez, on est dans les années 1800, on est dans la campagne, des champs à perte de vue. Très Jenner, voilà, c'est exactement ça. Très Jenner, l'ambiance. Ça m'a vraiment fait penser à une ambiance Jenner. On a cette première temporalité là où elle est dans une famille avec tout ce qu'ils ont de problèmes au sein de leur propre famille et elle va créer du lien avec les uns et les autres. C'est hyper chaleureux mais en même temps il y a un espèce de petit truc. Oula, qu'est-ce qui se passe? Et la temporalité d'après, c'est quand elle est en train d'écrire Frankenstein. Et donc vous savez, elle est dans un chalet en Suisse il me semble, avec son mari, avec Lord Byron. Donc il y a Percy Shelley, il y a Lord Byron et il y a un autre mec, je sais plus qui c'est, et il se lance le défi d'écrire une histoire qui fait peur et tout parce qu'il s'ennuie un petit peu. Donc elle va écrire Frankenstein. Et j'ai adoré comment les deux temporalités viennent jouer ensemble. J'ai adoré l'ambiance quand on est dans la temporalité où elle est en train d'écrire Frankenstein. C'est très pluvieux, ils sont coincés dans ce chalet, ils sont entre personnes en train d'écrire. Je sais pas, c'est très salon littéraire des années 1800. Mais finalement, les parties que j'ai préférées, c'est celles où elle est plus jeune à la campagne. Je sais pas, il y a quelque chose dans le livre quand même qui a fait, je pense que c'était pas un coup de cœur pour moi. Le livre est quand même assez long. Il y a pas mal de longueur, mais c'est très bien écrit, c'est très bien traduit, c'est très beau, très contemplatif, très immersif aussi d'une certaine manière. Mais j'adore les réécritures de personnages qui ont existé, type là Mary Shelley, ou dans la série que je viens de vous citer, c'est la poétesse Emily Dickinson. Vraiment, j'aime beaucoup, donc si vous en avez d'autres dans le genre là, n'hésitez pas à me les recommander. Je sais que j'ai une copine qui m'avait parlé de Les Villes de papier, qui justement parle de la vie d'Emily Dickinson, qui est dans ma wishlist, j'ai trop hâte de le lire. Celui-là, je trouve qu'il a une vibe hyper automnale, j'arrive pas à me détacher de cette idée. Et maintenant, pour ceux qui aiment bien se faire un peu plus peur, ou en tout cas avoir des ambiances un petit peu plus horrifiques, gothiques ou sombres, c'est parti pour la deuxième partie de cette vidéo. Tous les livres ne font pas peur, tous les livres ne sont pas complètement gothiques ou horrifiques ou quoi. Je lis de plus en plus de livres d'horreur, donc il y a de plus en plus de choses à mettre dans cette catégorie, mais il y en a plein que j'ai pas encore lus, et il y en a plein qui, je trouve, ne rentrent pas tant que ça dans l'automne. Genre, c'est pas parce que c'est de l'horreur que ça se lit en automne, vous voyez ce que je veux dire? Le premier, c'est un de mes livres préférés de l'année dernière, je crois. C'est un livre qui m'a remué, qui m'a fait autant de mal que de bien, qui est terrible à lire. Il a des reviews très mitigées sur internet. Je pense qu'il y a la team des gens qui n'ont pas saisi le propos, à qui ça a pas parlé, ou alors qui étaient touchés par cette thématique et que ça a gêné. Et il y a la team des gens qui peut-être étaient touchés par cette thématique et qui se sont sentis écoutés. Sachez, avant de rentrer dans ce livre, si vous êtes prêt ou pas à supporter ce qu'il a à dire. Il s'agit de My Dark Vanessa de Elizabeth Kate Russell, qui a été traduit en français par Ma sombre Vanessa. C'est un livre extrêmement difficile à lire, vraiment horrible, mais que j'ai pas réussi à lâcher. À tes souhaits, Gavroche. Mais que j'ai pas réussi à lâcher, mais il est super dérangeant, il met mal à l'aise, il met pas bien de fou. Puisque, pareil, on est un livre sur deux temporalités. La première temporalité, dans le présent, on va appeler ça le présent. Et on suit Vanessa quand elle découvre qu'il y a un scandale sur un professeur qu'elle a eu quand elle était au lycée, dans un internat, un pensionnat. Et il est accusé de... je sais plus si c'est... AS ou le mot en V, je sais plus lequel des deux. Les journalistes essayent de la contacter parce qu'ils savent qu'elle est ou peut-être pas aussi impliquée dans l'histoire d'une manière ou d'une autre. Et elle est dans le déni de fou. Elle est en mode, ce mec c'était une partie hyper importante de ma vie, j'ai encore parfois des contacts avec lui, je l'adore, arrêtez, je vois pas le problème. Ouais, ça sert à rien d'en faire toute une histoire. Et la deuxième temporalité, c'est justement quand elle est au lycée avec ce prof-là et comment leur relation devient ce qu'elle est jusqu'à aboutir au présent. Et c'est super intéressant parce que dans le présent, le personnage de Vanessa, elle va avoir une évolution super intéressante sur sa manière de percevoir ce qu'elle a vécu. J'ai trouvé ça bluffant. Je pense que, en fait, c'est ce que je disais au début, si vous avez vécu une histoire d'emprise, une histoire toxique, une histoire d'abus de pouvoir, que ce soit avec votre ex, avec un prof, ça peut soit vous faire beaucoup de bien parce que on se sent moins seul et on comprend un peu certaines dynamiques et on décortique, soit ça peut complètement vous détruire en mode je ne veux pas entendre parler de ça, je trouve que c'est pas bien fait, c'est naze ou quoi. Mais moi ça m'a fait beaucoup de bien parce que je l'ai lu un petit peu de manière intellectuelle. Vous voyez, j'ai essayé vraiment de me mettre dans une position analytique. Le fait d'analyser et de cocher un peu des cases et de me dire ok ça me parle, ça me faisait grave du bien, genre séance de psy. Mais par contre il met mal à l'aise, mais de malade. Je l'ai mis dans quelque chose d'automnal parce que ça se passe beaucoup autour de l'université. Il y a un côté très dark academia, mais le côté très glauque, ça fait peur, ça met un peu dans le mal. Il faut être dans un bon état d'esprit. Genre si vous allez pas bien, le lisez pas. Si vous avez
vécu des choses difficiles qui peuvent être contenues dans ce livre, faites attention à aller bien. Si vous avez besoin de parler à quelqu'un, allez voir un psy, discutez avec des gens de confiance autour de vous, mais vraiment soyez prévenus parce que vraiment il met mal de fou, hein. Vraiment de fou. Mais il est trop bien, parce que je le vends en disant il met super mal, mais il est vraiment trop bien. Il m'a déglingué la gueule du début à la fin. J'allais dire moins traumatisant, mais pas vraiment. Je vous conseille ensuite The Lamb de Lucy Rose, qui pour le coup n'a pas été traduit. J'espère qu'il sera traduit un jour. Il est sorti en mars de cette année en anglais, donc si jamais il doit être traduit, ça ne saurait tarder. C'est un premier roman et j'ai trouvé ça vraiment génial. Alors là pour le coup on est vraiment dans de l'horrifique et je dois bien avouer que moi il y a eu des moments où j'ai eu un peu peur. J'étais en train de le lire la nuit dans mon lit, je me disais ok on va bien se blottir sous la couette parce que là j'ai un peu les chocottes. On est toujours dans la forêt, vraiment la forêt c'est le sponsor officiel de cette vidéo, mais bon est-ce que c'est pas un petit peu le sponsor officiel de l'automne et finalement de la planète, la forêt, puisque on peut pas survivre sans les arbres. C'est quoi mon humeur? C'est quoi cette ambiance? Vraiment, je ne sais pas. On est dans une petite chaumière dans la forêt et on suit une maman et sa fille. Et la narratrice, c'est sa fille qui est assez jeune. Franchement, elle doit être au primaire, je crois, un truc comme ça. Et elles ont l'habitude de recueillir des voyageurs qui se perdent dans la forêt et de les manger. Sauf qu'un jour, il y a une voyageuse qui se perd et la maman, elle est en mode toi, on va pas te manger, mais toi, tu vas devenir ma nouvelle meuf. Cette nouvelle voyageuse, elle se cale dans leur routine bien rodée, devient un peu la deuxième maman de notre narratrice. Déjà là il y a une ambiance super dérangeante, hyper gênante, proximité forcée, et la petite fille elle va quand même à l'école et elle a pas beaucoup d'amis, elle est un peu chelou la gamine, mais en même temps c'est normal, elle vit toute seule dans une baraque avec sa mère qui mange des humains quoi. Petit à petit la mère et sa nouvelle copine elle commencent à devenir super méchantes avec la gamine et il y a une ambiance vraiment qui fait peur, qui est dérangeante. Vraiment la maman elle fait peur de fou. Enfin moi j'avais peur qu'elle vienne me chercher quand j'étais dans mon lit en train de dormir quoi. Mais c'est un livre que j'ai trouvé super chouette. Il fait peur, il est dérangeant, l'ambiance forêt, petite maison, toute un peu miteuse comme ça. C'était trop génial. Mais en même temps il est dégueu et en même temps il fait peur. Si vous aimez les livres sur les mommy issues, si vous aimez un petit peu l'horrifique et notamment l'horrifique qui parle de nourriture, donc toujours dans cette thématique de ce que les femmes mangent, j'ai lu Woman Eating de Claire Condat, qui est pas un coup de cœur, qui est un livre je pense que j'oublierai dans quelques années, mais qui était quand même une bonne lecture. On est sur une espèce de réécriture vampirique. Donc c'est de l'horreur, mais ça fait pas peur non plus. C'est vraiment très fiction littéraire. Horrifique, mais fiction littéraire. Je sais pas si vous voyez un petit peu l'ambiance que je donne. On suit donc ce personnage, cette jeune femme. Elle a la vingtaine, quelque chose comme ça, et sa mère a fait d'elle un vampire quand elle est tombée enceinte, quand elle était bébé. Pareil, relation un peu chelou à la mère, mommy issue, tout ça. Et un jour, la jeune, elle décide de quitter le foyer de sa mère et d'aller s'installer, alors je crois que c'est à Londres, mais du coup voilà, à Londres dans une résidence d'artiste pour faire de l'art et puis vivre un peu sa vie. Et en fait ça parle beaucoup, en se servant de la figure du vampire chez cette jeune fille là, de ce que c'est que d'être une jeune adulte aujourd'hui avec le fait de voilà, devoir se faire des potes, vivre seul, se trouver un peu qui on est, créer son identité en dehors de sa cellule familiale. C'est un livre qui était assez intéressant, assez bizarre, dérangeant. J'en ai encore un peu des vibes qui me reviennent, des souvenirs, des bribes, mais c'est très diffus et disparate. Mais je pense que c'était intéressant et l'espèce de réécriture moderne du vampire, elle était super intéressante aussi. C'est une lecture assez courte, assez rapide et assez intéressante pour l'automne. L'un des joyaux de cette recommandation en termes totalement physiques, 100% superficiels, Lady Macbeth de Ava Reid, qui est assez beau je trouve. C'est une réécriture du personnage de Lady Macbeth, qui est donc inspiré de Shakespeare et de sa pièce de théâtre Macbeth. Dans Macbeth, on suit Macbeth qui est un général. Il veut tout faire pour devenir roi en gros. Je me souviens plus de la pièce, vraiment je l'ai lu quand j'étais à la fac. Je pense que c'est intéressant d'avoir un petit rappel, ce soit un résumé sur internet ou une vidéo vite fait avant de lire ça, parce que je trouve que c'est le genre de réécriture que j'adore, dont je vous ai déjà parlé précédemment, où on prend le texte tel qu'il est, on prend l'œuvre telle qu'elle est, mais on éclaire certains points avec un prisme plus percutant, plus incisif, peut-être plus moderne, ou avec une dimension un peu différente. Je sais pas si vous voulez par exemple prendre une réécriture et parler de féminisme, ce qui est j'ai l'impression un peu le truc le plus classique à faire, de prendre un point non expliqué ou de prendre un point expliqué d'une certaine manière, mais de le shift, de le changer juste assez pour que ça colle à votre réécriture à vous. J'adore ça et je trouve que c'était hyper bien fait. C'est un livre dans lequel j'ai eu du mal à rentrer au début parce
que on est en Écosse dans les années je sais plus combien, mais il y a beaucoup de petits royaumes, ducs, personnages à connaître et tout. C'est pas évident si c'est pas une période qu'on maîtrise, mais en fait une fois qu'on est dedans c'est beaucoup plus simple et c'est assez fluide et organique. Mais je pense qu'il y a eu bien 30-40 pages où je savais pas trop où je mettais les pieds, j'étais pas trop sûre, mais après c'était vraiment chouette. Et il y a pas beaucoup de personnages féminins, mais à dessein ça parle de justement cette absence de personnages féminins, autant dans une partie de l'histoire, autant dans une partie de la noblesse que dans certaines œuvres. Et ça parle de cette femme justement qui doit se faire sa place, parce que s'il y a peu de femmes, c'est aussi parce qu'elles n'arrivent pas à survivre dans cet environnement-là, parce qu'elles sont pas les bienvenues, il est pas familier pour eux, il est pas favorable. Elle est perçue comme une sorcière, donc il y a aussi beaucoup l'image de la sorcière qu'on peut pas mal mettre en parallèle avec l'automne, la sorcière, etc. Elle a cette réputation de sorcière. Il y a aussi les 3 sorcières justement dans Macbeth qui font les prophéties. Le côté prophétie et le côté sorcière, on le coche à 100% pour l'automne. Et ça se passe aussi dans une Écosse qui du coup est assez brumeuse, pluvieuse, il fait froid dans le château, c'est gris. Enfin vraiment je trouve que c'est idéal à lire en automne. Tant qu'on est sur des beaux livres qui font peur sans trop faire peur et qui viennent jouer avec des personnages, des créatures qu'on peut associer à l'automne sans forcément tomber dans l'horrifique ou dans le gothique, on continue avec Le Familier de Leigh Bardugo. Regardez-moi cette beauté absolue. Et en plus d'être une beauté absolue, il est génial. On est à Madrid, je ne sais plus en quelle année, et on nous raconte l'histoire de Lucia qui est une servante. Sauf qu'elle a des petits pouvoirs magiques, elle est capable de faire des petits miracles, comme elle appelle. Et la famille pour laquelle elle travaille va s'en rendre compte, puisque jusqu'à présent elle essaye de le cacher parce que la magie c'est pas forcément très bien vu. Et la famille pour laquelle elle travaille va s'en rendre compte et va l'inscrire à un grand concours lancé par le magicien du roi, ou je sais plus trop, parce qu'ils veulent plus de richesse, ils veulent plus de célébrité, ils veulent monter un peu dans la hiérarchie de la noblesse de Madrid. Et elle va donc se servir de Lucia pour arriver à ses fins. Et elle va rencontrer un mec, je sais plus son nom, qui est vu comme une représentation de Satan carrément je crois. Et donc tous les gens se méfient un peu de lui, ils sont en mode fais gaffe et tout. Et il va la prendre un peu sous son aile pour gagner ce concours, pour contrôler sa magie. C'est une romance, c'est une romance. Non mais encore aujourd'hui j'y pense à cette romance, à ce duo, à ce mec. Incroyable, vraiment incroyable. En fait, je m'attendais à rien de particulier et j'ai été absolument conquise. En début de vidéo, je vous ai dit qu'il y avait 20 livres, sauf que entre temps, il y a eu une petite pause. J'en ai profité pour fouiller dans ma bibliothèque et j'en ai trouvé un autre qui rentrait parfaitement. Il a été traduit, mais je ne suis plus sûre du nom en français. En tout cas, en anglais, c'est Will My Cat Eat My Eyeball? Donc, est-ce que mon chat mangera mes yeux? De Kathleen Doughty. En gros, l'autrice, elle travaille dans une morgue, un crématorium. En tout cas, elle travaille dans le monde de la mort. Elle pose plusieurs questions, elle fait des conférences où elle parle de la mort un petit peu pour dédramatiser la mort et pour détabouiser et pour casser un peu les idées reçues qu'on peut avoir sur la mort. Elle a recueilli pas mal de questions qu'elle avait, elle les a compilées là-dedans pour y répondre. Ici, la question puis sa réponse. Et c'est hyper chouette parce qu'elle vulgarise quelque chose d'assez scientifique, c'est simple à comprendre et en même temps elle a beaucoup d'humour, mais genre un humour pinçant et un peu cynique. Enfin vraiment c'est drôle, enrichissant, on apprend plein de choses et en même temps ça aide vraiment beaucoup à dédramatiser et à enlever certaines angoisses. Alors je crois qu'elle en a écrit d'autres et je l'ai mis dedans parce que bah voilà, avec Halloween, la fête des morts, on a une ambiance qui tourne quand même beaucoup autour des fantômes, des esprits, des revenants, de la mort. Donc oui, c'est pas de la fiction, mais je trouve que c'est quand même le genre de livre idéal à lire dans cette période-là. Et en plus, bah, c'est hyper enrichissant. Je sais pas si la forêt vous avait manqué, mais on y retourne. Le prochain livre, c'est Le Pays des choses perdues de John Connolly. Il y a eu un premier livre, c'est Le Livre des choses perdues. Je ne m'en souviens absolument plus de ce livre. Je l'ai même plus dans ma bibliothèque, mais j'en ai encore des espèces de souvenirs diffus, mais hyper agréables. Donc, quand j'ai vu que ce livre-là était sorti, je sais plus, c'était peut-être il y a un an, un truc comme ça, et que c'est un espèce de spin-off. En gros, on est dans le même univers. On suit pas les mêmes personnages, mais on est dans le même univers des années après. Et ce Pays des choses perdues, il y a quoi dedans? C'est une espèce de... Enfin, vraiment, c'est une forêt gigantesque. Il n'y a pas que des forêts, il y a aussi après... Il y a toute une imagerie qui est très intéressante, mais beaucoup de choses se passent dans la forêt. Et l'auteur, il vient beaucoup puiser dans le folklore et dans les contes, mais en les rendant glauques. Il y a aussi beaucoup de mythologie grecque. Pas que grecque, mais c'est celle que j'ai le plus repérée en tout cas. Et il rend tout ça dérangeant, glauque, effrayant. C'est vraiment pas une forêt dans laquelle on a envie de rester. C'est pas un pays dans lequel on a envie de rester. Et pourtant, bah, j'ai envie d'y aller quand même. Vous voyez ce que je veux dire? On va rencontrer des sorcières, on va rencontrer des personnages de contes qui ont bercé notre enfance.
enfance, ça va être à la fois satirique, drôle, piquant, effrayant. Alors ça fait pas non plus genre giga peur, mais c'est pas non plus hyper reposant, c'est pas une promenade de santé. Pour vous donner une idée un peu plus claire de l'esthétique, ce livre, il me fait beaucoup penser au film Le Labyrinthe de Pan. C'est ce film, ce livre, même ambiance pour moi en tout cas. Le côté réécriture de contes, le côté réappropriation un peu plus glauque et effrayante, le côté forêt. C'est le pendant un petit peu qui fait peur de Narnia aussi peut-être. J'adore, je trouve que c'est trop cool à lire en automne. Le premier tome m'a plus plu que le deuxième. Dans le deuxième, il y avait quand même un peu des longueurs, je trouvais, des moments où c'est un peu en mode bon, qu'est-ce qui se passe? Ça met du temps à démarrer. Je trouve que le personnage principal, elle met du temps à rentrer justement dans ce pays des choses perdues. Mais il est quand même absolument important de mentionner ce livre quand on mentionne des recommandations d'automne, je trouve. Et on arrive déjà, dit-elle, alors que ça fait 2h30 qu'elle tourne, on arrive déjà à la troisième catégorie. Je ne compte que 3 livres, ce sont des livres très courts et qui se lisent très vite. Je les ai choisis dans une optique de ces livres-là, vous allez pouvoir les lire quand il pleut dehors, c'est votre jour de congé, ou alors vous n'avez pas cours aujourd'hui, ou c'est le week-end, vous êtes tranquille, vous n'avez rien à penser, et vous pouvez vous mettre sur le canapé ou dans votre lit avec une boisson chaude, des petites pâtisseries, il y a la pluie qui s'abat contre le carreau juste à côté de vous, vous avez un petit plaid, vous vous posez et en 1 ou 2 sessions lecture, c'est fini. C'est exactement l'ambiance là que je voulais pour ces livres-ci. Et le premier, c'est Miranda de Nin Gornier, si je ne dis pas de bêtises. J'en ai en même temps peu de souvenirs et en même temps, j'ai l'impression de me souvenir de tout. C'est pas un livre transcendant, genre c'est pas le livre, je l'ai terminé, je me suis dit waouh, meilleure lecture du siècle, mais c'était super immersif. En plus, je l'ai lu quasiment entièrement dans le train. Je pense que j'ai déjà dit un nombre incalculable de fois sur cette chaîne que j'adore lire dans le train. C'est vraiment l'un de mes endroits préférés où lire. Je trouve ça hyper calme, reposant et ça m'aide de fou à me glisser dans l'ambiance du livre. L'histoire nous est racontée du point de vue de Miranda qui vit dans une maison, petit manoir, une petite maison je crois. Et un jour, il y a des nouveaux habitants qui arrivent dans la maison et elle est pas super contente de ça. Et elle se retrouve obligée de cohabiter avec cette famille. Et c'est à la fois hyper touchant et hyper dérangeant. Vraiment, c'est l'ambiance automnale idéale, mais en même temps, voilà, c'est assez attendu, on va dire. Le livre suivant, c'est Je suis fan de... J'ai complètement oublié. Oups. C'est un livre très court et assez dérangeant, mais en soi, il fait pas peur. Pour vous donner une idée un petit peu, une ambiance, ça fait grave penser à la série You. La narratrice de cette histoire, c'est une jeune femme qui est complètement obsesse par le mec avec qui elle couche et par l'autre meuf avec qui ce mec la couche. C'est très entremêlé. En fait, elle a un copain, sauf qu'elle trompe régulièrement ce copain avec un autre homme. Elle va faire une fixette sur la femme que cet autre homme voit, qui est très active sur les réseaux, qui raconte toute sa vie sur Instagram et compagnie, et donc c'est parfait pour stalker, hein, vraiment. Elle en profite allègrement pour regarder toutes ses photos, pour savoir où elle va, ce qu'elle fait dans la vie, etc. Je trouve ça fascinant, genre on peut pas lâcher le livre parce qu'on a envie de savoir jusqu'où elle va la stalker, on a envie de savoir comment ce stalking va se terminer, mais en même temps c'est hyper dérangeant et hyper malaisant, surtout à l'heure actuelle où les réseaux sociaux ils font vraiment beaucoup partie de notre vie. C'est trop génial et au fur et à mesure du livre il y a certaines réflexions qui sont un peu plus culturelles, j'ai envie de dire, et sociales. Et enfin, est-ce que j'étais vraiment censée vous faire une vidéo sans vous parler de l'un de mes livres préférés, Les Oiseaux du Temps de Amal El-Mohtar et Max Gladstone. Il est super court, c'est un livre épistolaire, alors il y a des passages narratifs mais il y a aussi beaucoup de lettres. C'est de la science-fiction, on parle de voyage dans le temps et c'est une histoire d'amour saphique. On suit Rouge et Bleu qui sont des agents temporels pour 2 groupes distincts qui se mènent une guerre temporelle dont on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Rouge travaille pour l'agence et Bleu pour le jardin qui sont 2 groupes qui essayent de saboter les plans de l'un et de l'autre dans cette vaste guerre temporelle. À force de se côtoyer dans leurs plans qu'elles déjouent, elles vont commencer à s'envoyer des lettres. Au début c'est des lettres un peu piquantes pour dire bon ben tu vois j'ai encore réussi à déjouer tel ou tel plan, et plus elles vont s'envoyer des lettres, plus elles vont commencer à apprendre à se connaître et à créer une relation. C'est trop génial, c'est super bien écrit, c'est probablement la plus belle histoire d'amour que j'ai lue de ma vie et ça se lit super vite, ça se dévore. C'est tout pour cette vidéo, on y a passé du temps mais j'espère que ça vous a plu. Si vous avez vous aussi des recommandations à faire sur l'automne qui pourraient plaire aux autres personnes dans les commentaires ou me plaire à moi, n'hésitez pas. Je pense qu'avec ces livres-là, vous avez vu à peu près ce que moi j'aime lire et notamment ce que j'aime lire en automne, sachant qu'il y a pas mal de livres dans ma pile à lire et dans ma wishlist qui sont déjà un petit peu dans des thématiques similaires. Je pense notamment à Gideon la 9e que je veux lire depuis 3 siècles et demi et que j'ai toujours pas lu. Je pense à Hungerstone
qui est un livre d'horreur, réécriture vampirique. Voilà, on a pas mal de choses comme ça, mais si vous avez d'autres recommandations, je suis toute oui. J'ai très hâte de discuter de tout ça avec vous dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures, un très bel automne, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.